À une grève totale dès lundi. Avant de débattre avec notre invité Wilfried Fonck, secrétaire national UFAP-UNSA. Bonsoir. Justice. Bonsoir. Et Frédéric Delpech. Bonsoir. Frédéric, rebonsoir. Le point tout de suite sur la situation avec Xavier Giaconomi. Christian Ganczarski, 50 ans, terroriste islamiste de la première heure. Ce djihadiste allemand, filmé ici aux côtés d'Oussama Ben Laden, est considéré comme le cerveau de l'attentat de Djerba en 2002. L'attaque contre la synagogue avait fait 21 morts. Christian Ganczarski finissait de purger une peine de 18 ans de prison. Il devait être prochainement extradé vers les États-Unis, où il est soupçonné d'avoir participé à la formation des pilotes du 11 septembre. Vraisemblablement, ça serait la raison de son acte, commettre un mauvais coup pour ne pas être extradé. Vers 16h hier, le détenu récemment placé à l'isolement demande à passer un appel téléphonique. Les surveillants ouvrent sa cellule, ils se jettent sur eux et les attaquent à l'arme blanche. Le détenu avait un ciseau à main droite et un couteau qui a dû être aiguisé sûrement de cantine, qui est dans les cantines. On était choqués tellement on entendait le Allah Akbar, mais d'une violence et à multiples reprises. Je crois qu'il y a dit 3 ou 4 fois. Ça s'est entendu dans toute la prison. Cette agression est d'autant plus inquiétante qu'elle s'est déroulée dans la prison qui, début février, accueillera Salah Abdeslam lors de son procès en Belgique. Alors cette nouvelle agression, c'est sans doute un trop-plein qui s'exprime, l'agression de trop. Vous ne travaillez plus dans des conditions de sécurité maximale, Absolument. C'est-à-dire que là, c'était une agression de plus, et c'est surtout été l'agression de trop, dans la mesure où elle a été non seulement commise par un détenu incarcéré pour fait de terrorisme en lien avec l'islam radical, mais aussi et surtout, ça nous a remis quelques mois en arrière avec ce qui s'était passé en septembre à la maison d'arrêt d'Osny, dans l'unité dédiée d'Osny en septembre 2016. Et où là, effectivement, 2 de nos collègues avaient déjà été agressés par un type de détenu similaire, et où là, effectivement, on ne peut plus continuer comme ça, notamment avec ces profils-là. Alors là, en l'occurrence, c'est un acte délibéré, parce que ce terroriste islamiste allait être extradé, en fait. C'est bien ça. Hein. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'il apprend par la direction même. Expliquez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, ce qui s'est passé, c'est que le détenu en question, donc Christian Ganczarski, apprend par le chef d'établissement qu'il va être extradé vers les États-Unis. Pour la bonne et simple raison qu'il est soupçonné d'avoir pris part d'une manière ou d'une autre. On l'a vu dans le reportage aux attentats du 11 septembre. Du 11 septembre, et notamment d'avoir recruté Mohamed Atta. Voilà, c'est ça. C'est un proche de Ben Laden également. C'est un proche de Ben Laden, effectivement. Donc effectivement, partir aux États-Unis pour lui, c'est tout de suite beaucoup moins rigolo. Et donc forcément, derrière, lorsqu'il apprend ça, il passe une communication téléphonique à l'extérieur. On ne connaît pas encore quel est l'interlocuteur, mais dans le cadre de cette conversation, il apparaît la phrase suivante: maintenant je sais ce qu'il me reste à faire. L'objectif derrière, c'est effectivement d'éviter absolument de quitter les prisons françaises pour éviter d'être remis soit directement aux autorités américaines ou soit indirectement via les autorités allemandes. Donc pour cela, il fallait commettre un acte délictueux. C'est ça. Une agression. Une agression. Et tant qu'à faire, une agression suffisamment lourde pour pouvoir prendre derrière une peine suffisamment conséquente pour pouvoir rester un temps beaucoup plus long encore à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire français. Alors effectivement, après, le contexte lié au cri qu'il a pu prononcer nous laisse à penser que pour nous, il s'agit en plus de ça d'un acte de terrorisme, parce qu'il ne faut pas oublier l'affaire de Magnanville et notamment ce qu'Abdallah Larossi avait pu envoyer comme menace à l'encontre des personnels pénitentiaires. Ces menaces étant pas non plus des choses nouvelles, puisque ce sont des choses qui remontent à minima depuis 2013, où sur des forums islamiques, effectivement, il était demandé à ce qu'on s'en prenne au personnel pénitentiaire, dans la mesure où il était considéré qu'il maltraitait en tout cas les détenus musulmans. Alors, dans cette affaire de Vendin-le-Vieil, c'est la direction trop laxiste qui est mise en cause. Regardez cette séquence, ce matin, dans le Pas-de-Calais, beaucoup d'exaspération et de colère. Regardez. Qui veut reprendre le travail dans ces conditions d'insécurité, au péril de sa vie, à cause de cet homme qui gère d'une façon indigne cet établissement? Vous pouvez filmer, il n'y a aucune main de levée. Il n'y a aucune pression, il n'y a aucun syndicat ce matin. Pour tous les surveillants de Vendin, pour tous les surveillants de France qui sont agressés. S'il faut qu'on montre l'exemple, on montrera l'exemple. Vous avez votre résultat, vous pouvez rentrer, aller travailler, appeler le DAP. De rejoindre vos services, s'il vous plaît.
Alors on le disait, il y a de plus en plus de détenus djihadistes dans les prisons françaises. Comment sont-ils pris en charge? Manuel Valls, Premier ministre, je me souviens, avait parlé de quartiers spécialisés. Pour eux, existe-t-il vraiment, Frédéric Delpech? Alors, ces quartiers spécialisés ont été expérimentés et visiblement n'ont pas donné toute satisfaction. Donc ça fait sourire Wilfried Fonck. Oui, on est encore dans une politique du tâtonnement sur la prise en charge des détenus dits radicalisés. Alors, ils sont 500, un peu plus de 500 qui ont été jugés pour faits de terrorisme ou assimilés. Et au-delà de ça, 1300 à 1500 détenus qui sont signalés comme potentiellement radicalisés. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Alors il y a eu plusieurs expérimentations qui ont été tentées. Il y a eu effectivement des quartiers sécurisés où étaient regroupés les détenus radicalisés. Il y a eu des centres, un centre plus précisément de déradicalisation qui a été expérimenté en Indre-et-Loire mais qui n'a pas fonctionné et maintenant qui est vide. D'ailleurs, il n'avait pas vraiment fait le plein puisque c'était basé à la fois sur le volontariat de ceux qui voulaient venir et puis sur le fait qu'il n'y ait pas de casier judiciaire, qu'ils aient un casier judiciaire vierge pour venir dans ce centre de déradicalisation. Et on comprend bien que pourquoi il n'y avait pas beaucoup de candidats. Et aujourd'hui, il y a différentes expérimentations qui sont menées, qui sont à nouveau menées, sur notamment des expériences d'évaluation de la radicalisation, ce qu'on appelle les QER, les quartiers d'évaluation de la radicalisation, qui sont des sortes de SAS, dans lesquels les détenus viennent être en quelque sorte confrontés à des psychologues, à des équipes, pour évaluer leur degré de dangerosité, et à l'issue de cette évaluation, ils sont répartis dans des quartiers de sécurité, etc. Alors ce qui est assez étonnant dans le cas de la prison dont on parle, où s'est passé cet événement, c'est que sur le papier, ça semble être une des prisons les plus sécurisées de France, qui accueille avec très peu de détenus, avec une centaine de détenus pour 200 places, ce qui est pas énorme. Oui. Donc il n'y a pas de surpopulation et il y a 400 caméras de surveillance. Alors c'est présenté comme un des établissements les plus sûrs, qui accueille parmi les détenus les plus dangereux de France aussi, et on a du mal à comprendre ce qui s'est passé réellement. Il faut préciser que dans cet établissement, c'est Salah Abdeslam qui va être transféré dans le début février. On n'a pas de date spécifique, en tout cas précise, et quand bien même on en avait une en tout cas pour des raisons de sécurité. Vous ne la donneriez pas, bien évidemment. Mais effectivement, au-delà des faits qui se sont passés hier, oui, la question se pose. Salah Abdeslam va être transféré là-bas. Grosso modo, ça promet, quoi. Il y a une différence, semble-t-il, entre vous, syndicat, et la direction de l'établissement, parce que vous réclamez 9 surveillants pour la surveillance exclusive de Salah Abdeslam, alors que la direction ne vous en propose que 7. C'est ça. Donc là, il y a aussi un conflit visiblement avec la direction. Il y a déjà un conflit au niveau du nombre de personnel affectés pour la surveillance de Salah Abdeslam. Mais au-delà de ça, j'aimerais revenir un petit peu sur ce que vous faisiez état concernant les annonces de Manuel Valls. Donc à l'issue de janvier 2015, après les attentats. Ça vous laisse, je vous regardais, ça vous laisse très dubitatif. Oui, parce que grosso modo, avant janvier 2015, c'est-à-dire sur le dernier trimestre 2014, une expérience est menée à Fresnes pour justement éviter que les détenus islamistes puissent diffuser leur idéologie dans le reste de la détention. Donc le directeur de l'époque, M. Stéphane Scotto, décide de regrouper ces détenus au sein d'un quartier de l'établissement. En novembre 2014, il y a une mission d'inspection qui dit pas son nom, qui se rend sur l'établissement, et l'objectif était, à la demande de la ministre de l'époque, donc Madame Christiane Taubira, de faire un rapport pour fermer cette structure et de mettre fin à l'expérience. Seulement l'administration a été rattrapée par l'actualité, malheureusement en janvier 2015, et où derrière il y a le Premier ministre, donc Manuel Valls, qui fait l'annonce de la création de ce qu'on a appelé les unités dédiées, et on demande à une ministre et aussi à une directrice de l'administration pénitentiaire qui était totalement opposée à ce type de projet, de mettre en place ces choses-là. Donc derrière, la mise en place a été quelque part une obligation pour elle. Mais dans le contenu de ce qui était au départ pressenti, c'est-à-dire de faire des unités véritablement
étanche par rapport au reste de la détention, et ben effectivement ça s'est pas du tout passé comme ça. Et on s'est retrouvé avec un mélange de profils différents en termes même de détenus terroristes, c'est-à-dire en fonction de leurs origines sociales, en fonction d'individus qui étaient déjà allés sur les zones de combat ou qui avaient émis le souhait d'y aller, d'autres qui souhaitaient plutôt passer à l'action ici en France ou apporter un soutien logistique. Et derrière, avec un programme de déradicalisation qui disait pas son nom, mais dont le contenu finalement était plus une sorte de traitement social de la question, plus qu'un véritable aspect sécurité et sécuritaire pour les personnels et de fait pour le public de manière générale. Alors, le prosélytisme très actif dans les prisons gangrène l'état d'esprit peut-être des autres prisonniers. C'est peut-être aussi ça le danger. Je vous propose d'écouter cette mise en garde d'un de vos collègues syndicalistes de Force ouvrière pénitentiaire. On écoute. Il va arriver. Témoignage donc de ce syndicaliste. Les pouvoirs publics se sont réveillés beaucoup trop tard. Enfin, très clairement, voilà, ces détenus sont un peu partout dans les prisons, font du prosélytisme, donc c'est-à-dire qu'ils gangrènent les autres détenus. Et le problème, c'est que face au gros retard qui a été pris notamment dans la gestion de ces détenus, nous sommes complètement démunis, nous sommes à l'agonie et nous ne sommes surtout pas entendus dans les demandes que nous faisons. Nous, très clairement, il faut que ces détenus sortent des détentions classiques. Alors, ma question, faut-il isoler les djihadistes, les islamistes dans des quartiers spéciaux ? Alors, la revendication de l'UFAP Une Justice sur le sujet, c'est effectivement une des revendications qui date d'ailleurs de 1992, parce que depuis 1992, on ne cesse de demander au ministère de la Justice de créer des structures spécifiques et adaptées au profil des détenus. Donc, quelle que soit finalement l'infraction commise, chaque détenu va avoir un profil bien spécifique. Et là, en l'occurrence, sur les détenus terroristes, effectivement, il faut arriver à créer des petites structures à taille humaine, à la fois étanches par rapport à l'extérieur, mais aussi étanches à l'intérieur. Parce que tant qu'on ne brisera pas la communication possible entre des détenus terroristes islamistes entre eux, ça ne servira à rien. Avec une surveillance peut-être particulière, comme le disait Frédéric tout à l'heure, avec des surveillants dédiés, plus de surveillance dédiée. Alors, l'objectif aussi, c'est de partir dans l'idée que si vous avez un détenu terroriste islamiste, pour assurer la surveillance, à minima, c'est 2 ou 3 personnels de surveillance qui doivent y être affectés. Parce qu'à tout moment, et on l'a encore vu hier, où les personnels quand même ouvrent la cellule à 4. Ouais. À 4. 4. Mais alors, c'est vrai que, oui, on comprend ces revendications, effectivement, d'avoir ces unités dédiées avec un isolement accru, mais on voit bien aussi la confrontation à une réalité qui est assez nouvelle pour les pouvoirs publics, à savoir comment évaluer le degré de radicalisation et de dangerosité de chaque individu. Donc, d'où ces expérimentations, ces quartiers d'évaluation, pour essayer de définir quel est le profil précis de personnes qui souvent d'ailleurs dissimulent beaucoup ou tentent de passer entre les mailles du filet de cette évaluation. Et quel est le degré exact de dangerosité, parce que ça fait quand même, là on parle de centaines de personnes, et peut-être même d'ailleurs vous allez nous le confirmer que ces chiffres sont un peu sous-évalués, qu'en réalité il y a beaucoup plus de détenus radicalisés. Et donc comment évaluer le profil de dangerosité de chacun de ces détenus et où le placer, dans quelle structure? Tout ça visiblement c'est des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse de la part des pouvoirs publics, ou en tout cas pas de... Alors on attend, il faut quand même préciser les choses, pour le mois de février, l'annonce d'un nouveau plan gouvernemental de lutte contre la radicalisation, notamment dans les prisons. Ça sera présenté par Édouard Philippe, ça devait l'être déjà en décembre par la garde des Sceaux, c'est repoussé, donc on ne sait pas trop ce qui va être annoncé, probablement des renforcements de moyens et peut-être des changements sur le statut aussi des détenus, parce qu'il faut peut-être créer un statut spécial pour certains détenus. Donc il y aura des annonces qui seront faites par le gouvernement, mais jusqu'à présent, on a quand même eu le sentiment de tâtonnement de la part des pouvoirs publics sur ce sujet du traitement des détenus radicalisés, surtout de leur évaluation. Alors aujourd'hui, on est grosso modo entre 500 et 509 détenus incarcérés pour faits de terrorisme en lien avec l'islam radical. Aller évaluer le potentiel de dangerosité d'un détenu, alors qu'il soit prévenu ou qu'il soit condamné dans une affaire de terrorisme, à notre avis, c'est perdre du temps. C'est perdre du temps parce que quand on arrive... Vous souhaitez qu'il soit systématiquement isolé et incarcéré dans des structures spéciales. Dans des structures spécifiques. La priorité, c'est d'assurer avant tout
la sécurité des personnels. Une fois que la sécurité sera garantie, effectivement là, on peut peut-être songer à des programmes d'un côté d'évaluation et de sortie de l'extrémisme violent ou une sorte de programme de déradicalisation. Mais la priorité des priorités reste la sécurité des personnels. Tant que les personnels ne pourront pas assurer leur mission de garde, de sécurité et de réinsertion dans les conditions optimales de sécurité, il ne sera pas possible d'aller au-delà. Et effectivement, concernant les détenus terroristes, est-ce que ce n'est pas non plus une perte de temps ? Je veux dire, on sait très bien que quelqu'un qui va se retrouver avec un mandat de dépôt, donc qui n'a pas encore été reconnu comme coupable, mais pour que quelqu'un tombe avec un mandat de dépôt terroriste, déjà derrière, au niveau du magistrat instructeur, il y a quand même pas mal de billes. Donc aller évaluer le potentiel de dangerosité, et au final, c'est même pas ça. C'est plutôt c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, parce qu'on va aller C'est évaluer. aussi quand même que se pose la question sur ces détenus dont vous parlez, donc radicalisés, que certains d'entre eux sont jugés pour des faits de droit commun et non pas pour des faits de terrorisme. Or, ils vont purger une peine qui ne sera pas forcément très longue et se retrouver à l'extérieur de la prison. Donc il faut aussi tout de même que les pouvoirs Mais là, publics Frédéric, envisagent un processus de déradicalisation et de remise en liberté de ces personnes. Mais la question justement sur ces individus qui n'appartiennent pas au milieu du terrorisme, parce que finalement dire que ce sont des détenus de droit commun, les détenus terroristes sont aussi des détenus de droit commun. Ils sont jugés sur la base du droit commun. La seule justice d'exception qui existe en France reste et demeure la justice militaire. Donc c'est aussi la raison pour laquelle l'UFAP-UNSA Justice demande depuis 2 ans minimum à ce qu'il y ait effectivement des avancées législatives au niveau du Code de procédure pénale dans son volet gestion de la détention pour qu'on puisse avoir des dérogations spécifiques pour pouvoir prendre en charge ce type de public. Le terrorisme reste du droit commun. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, il ne s'agit pas là d'une justice d'exception. Quand bien même les cours d'assises spéciales sont composées uniquement de magistrats, il n'en reste pas moins que c'est. Oui, mais donc avec des personnes qui vont sortir un jour. Donc les isoler purement et simplement ne traite pas la question de leur sortie et de leur. Ça ne traite pas la question de leur sortie, mais en tout cas, si on veut assurer derrière une prise en charge qui puisse hypothétiquement aboutir à un retour à la société civile dans les meilleures conditions qu'il soit, avec un abandon éventuellement de recours à la violence, il faut avant toute chose qu'on puisse assurer la sécurité des personnels et aussi empêcher ces individus de continuer à communiquer entre eux. Tant qu'on n'aura pas coupé cette communication, les uns et les autres s'apportent un soutien. C'est-à-dire que si jamais on sent qu'il y en a un qui est en train de craquer et qui va basculer effectivement vers ce que attend l'administration, les autres qui sont autour vont aller le rechercher et le remettre dans leur chemin à eux. Alors, et elle est là, cette difficulté. Alors, Marine Le Pen a été la première en ligne ce matin, Frédéric. Elle est allée sur place pour mettre en cause l'État, l'exploitation politique ou pas. Je vais vous poser la question, mais on écoute tout de suite Marine Le Pen. Pour le coup, ça me paraît évident. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la ministre n'a pas osé venir. Il est évident que l'État est responsable de l'agression qui a eu lieu hier. Voilà, car les conditions, encore une fois, qui sont imposées aux agents et au fonctionnement du système carcéral français ne sont pas adaptées aux détenus dangereux. Et on a le sentiment qu'on s'est habitué. Voilà, comme on nous demande de nous habituer au terrorisme, on nous demande de nous habituer à ce que les gardiens de prison considèrent comme une partie de leur travail que de se faire injurier, menacer ou agresser physiquement. Alors, exploitation politique ou pas, en tout cas, Frédéric elle est dans son rôle, puisqu'elle est députée du Pas-de-Calais, Marine Le Pen. Oui, alors il y a 2 choses. On va distinguer le fond de ce qu'elle dit, ou peut-être qu'il trouve d'ailleurs un écho avec ce que vous disiez. Enfin, finalement, elle dit quelque chose que vous dites aussi sur les conditions de travail. Et puis la forme, qui est évidemment un déplacement immédiat sur un sujet d'actualité brûlante. On sait que Marine Le Pen... Elle a du mal à exister en ce moment. Voilà, on sait que Marine Le Pen est en perte de vitesse, qu'il faut qu'elle retrouve de l'air et elle va aborder dans 2 mois un congrès de son parti assez important. On l'a vu il y a 2 jours en pleine nuit avec une brigade de la BAC accompagner donc les policiers en pleine nuit. Et là, on l'a vu ce matin à cette prison rencontrer les personnels pénitentiaires et approuver leur colère. Donc,
on peut effectivement parler d'une forme de récupération, même si elle a une légitimité en tant que députée du Pas-de-Calais, puisque cette prison dont on parle se situe dans le Pas-de-Calais. Donc on voit, c'est évidemment, mais ce sera sans doute pas la seule, Marine Le Pen. On entendra sans doute d'autres voix, notamment à droite, pour réclamer un peu plus de fermeté dans la prise en charge des détenus radicalisés. Il y a un débat politique qui va sans doute ressurgir, et de toute façon, il ressurgit régulièrement, que ce soit sur les questions d'asile, comme on le voit ces derniers jours, d'accueil des migrants, que sur les questions de terrorisme, de radicalisation et de gestion des détenus radicalisés, puisqu'on sait régulièrement, par exemple, que la droite réclame des échanges de nationalité ou des peines beaucoup plus sévères, également le Front National, et que donc sur un sujet comme ça, Marine Le Pen joue bien évidemment sur du velours. Mais ce qu'elle dit va un peu dans ce que vous dites. Enfin, elle se fait l'écho en quelque sorte d'une colère des personnels péniféciaires. Alors, en tout cas, on se serait bien passé de son écho, mais ça le mérite d'être clair. Pour le coup. Oui, ça le mérite d'être clair. Mais effectivement, voilà, ça ressemble grandement à de la récupération politique. Et finalement, c'est encore une fois une démonstration que les populistes et les démagogues jouent sur toujours les mêmes leviers, c'est-à-dire les colères, les peurs et les craintes. Alors, en tant que syndicat, votre colère en l'occurrence. La nôtre, oui, voilà. Donc c'est bien pour ça qu'on essaye du mieux possible de s'en détacher. Alors en tant que syndicaliste, moi je vous écoute ce matin, tous, vous parlez beaucoup de laxisme du gouvernement. Est-ce que vous avez des signes depuis ce matin que vos revendications vont être prises en compte par le gouvernement ? Alors pour l'instant, on n'a pas encore de réponse particulière sur. Alors on sait que Madame Belloubet va se rendre mardi à la prison, Frédéric. Tout à fait. Voilà, confirmé. Madame Belloubet va s'y rendre mardi. Alors pourquoi, on aurait espéré qu'elle se rende. Vous auriez espéré qu'elle se rende en tout cas dès ce matin. Plutôt. Ça aurait été déjà une marque de reconnaissance aussi des personnels pénitentiaires. Mais vous savez, quand on est ministre de la Justice et qu'on ne vient même pas présider les comités techniques ministériels, ça montre tout de suite, en tout cas, l'intérêt qu'on peut porter, au-delà des personnels, l'intérêt qu'on peut porter aux questions pénitentiaires. Voilà. Ensuite, les diverses annonces qu'elle a pu faire, je pense notamment celles concernant les téléphones portables en détention durant l'été, ou dernièrement concernant les téléphones filaires en cellule, on voit très bien aussi l'orientation politique que peut avoir Madame Belloubet. C'est à ce coup du téléphone, si j'ose dire, vous ne l'avez toujours pas digéré. C'est pas une question qu'on l'ait digéré ou pas. La question, c'est qu'on fait des annonces politiques sans avant prévenir les organisations syndicales représentatives. Sur ce genre de choses, effectivement, à un moment donné, on peut en discuter avant d'envoyer l'annonce. Ça évite que derrière, effectivement, il y ait un haro complet, dans la mesure où, lorsqu'on se retrouve devant le fait accompli, tout de suite, c'est plus la même, quoi. Alors demain, vous allez être reçu à la chancellerie, c'est bien ça, par le cabinet de la ministre. Qu'attendez-vous de ce rendez-vous ? Le directeur de cabinet. Pour être précis et concret. Pour être précis et concret, nous, ce qu'on demande avant toute chose, c'est le départ du chef d'établissement de Vendin. Voilà, ça c'est la première des revendications, et je pense que c'est. Est-ce que franchement vous pouvez obtenir gain de cause ? Oui, parce que tant que ce ne sera pas fait, je pense qu'on lâchera pas le morceau. Alors donc ça veut dire qu'il y a une grève totale dans les établissements, Frédéric, vous confirmez lundi. Un appel qui a été lancé par deux syndicats principaux d'ailleurs. L'UFAPULSA Justice et la CGT pénitentiaire qui se sont réunis en intersyndicale. La troisième donc, organisation. Si le chef d'établissement n'est pas sanctionné, qu'est-ce qui se passe exactement ? Je pense que s'il n'y a pas... Alors on ne demande pas des sanctions dans un premier temps. On demande qu'ils partent. Qui s'en aille. C'est une sanction. Non, mais qui soit. Je veux dire, je vais vous donner un exemple très simple. Actuellement, comme on parle en plus de terrorisme et d'actions de détenus terroristes, il y a aujourd'hui au bureau central du renseignement pénitentiaire un agent qui va faire l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service, tout simplement parce qu'il lui est reproché de ne pas dire bonjour à son chef de pôle. Quand même. Ouais. Là, aujourd'hui, on a un chef d'établissement qui a un manquement professionnel. Quelque part, la mutation dans l'intérêt du service, là, elle s'impose d'office. C'est-à-dire que ce directeur qui, au-delà du mépris qu'il peut avoir pour le personnel de surveillance, là, il a totalement raté son coup. Pourquoi a-t-il levé les mesures de sécurité qui étaient adaptées à la gestion de l'individu ?
On va rappeler que Nicole Belloubet a demandé une enquête interne pour évaluer exactement ce qui s'est passé et que sans doute sur la foi, sur la base de cette enquête qu'elle aura sur son bureau, elle prendra une décision qui sera peut-être une décision qui va aller dans votre sens. Ou pas, mais en tout cas, si ça avait été un surveillant qui avait été mis en cause hier, il aurait été suspendu bien avant l'enquête administrative. Voilà. Donc est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures en fonction de la catégorie qui est mise en cause ? Je vous laisse la réponse. Alors une bonne nouvelle peut-être pour vous ce soir, le gouvernement va mettre les moyens sur la pénitentiaire avec des postes créés, des moyens conséquents. Je vous propose d'écouter Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Dans le cas du projet de loi de finances 2008, et donc dans la loi de finances qui a été votée, qui a été adoptée, 723 postes ont été créés en 2018 pour renforcer la mission justice, 470 emplois pour la création de nouveaux établissements pénitentiaires et 27 pour des emplois pénitentiaires, pour des établissements pénitentiaires qui sont existants, avec donc des moyens importants qui sont consacrés. Il y a peu de budgets de l'État qui ont été votés qui augmentent de cette nature. Alors en syndicaliste qui se respecte, mais je ne vous jette pas la pierre, vous allez me dire, bien évidemment, que ce sont des moyens insuffisants. À chaque fois, plus on a de moyens, plus on est heureux. Ouais. Mais derrière les moyens humains, derrière les moyens matériels qu'on pourra mettre à disposition des personnels pénitentiaires, effectivement, on les prend. Mais il y a aussi une autre échéance qu'il va falloir ne pas manquer, c'est celle liée à la loi de programmation justice, et notamment là, les chantiers de la justice qui ont été ouverts récemment. Et la véritable question de fond qui doit se poser demain à l'ensemble des députés, c'est quelle est l'utilité sociale aujourd'hui de la prison ? Quel sens veut-on donner à la peine et quels moyens y mettons pour que les détenus, enfin en tout cas les individus qui entrent et qui sont incarcérés, ressortent meilleurs que qu'à l'arrivée. Parce qu'aujourd'hui, ils ressortent pire. Donc, ça n'a aucun intérêt. Oui, alors est-ce que vous souscrivez à cette déclaration du secrétaire général adjoint du syndicat pénitentiaire Force ouvrière qui estime d'une manière plus globale que vous, gardiens de prison, vous subissez une politique qui est trop angéliste vis-à-vis des détenus? Est-ce que vous êtes aussi sur ce registre? Alors, angéliste, je pense pas. C'est les mots qui ont été utilisés. Oui, mais alors je pense pas que ce soit le terme adapté. On est plus dans une politique de libéralisme carcéral, de laxisme. C'est-à-dire qu'on est plus axé vers une politique qui la même chose. La même chose. Non, on dit pas la même chose. L'angélisme, c'est éventuellement croire, c'est de l'utopie. Là, quand on constate qu'effectivement, il y a des politiques carcérales qui privilégient avant toute chose l'intérêt du détenu avant l'intérêt des personnels. C'est-à-dire que, préalablement, la personne qui était au cœur du système carcéral, c'était le personnel de surveillance. Aujourd'hui, c'est le détenu qui est au centre de la politique carcérale. C'est-à-dire que ce n'est plus le détenu qui doit s'adapter à la politique carcérale et au régime de détention auquel il peut être confronté au sein de l'établissement dans lequel il est écroué. Ce sont les personnels qui doivent s'adapter aujourd'hui à la population pénale. Et ça, c'est pas possible. Au-delà, finalement, de ce qui s'est passé dans cette prison, ce que vous voulez traduire, c'est un malaise plus général des Oui, c'est un malaise global. C'est-à-dire que ce qui s'est passé hier, c'est un point de cristallisation de plus et de trop sur le malaise dans les prisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon nombre de collègues vont prendre leur service la boule au ventre. Ouais. On peut pas. Alors, au-delà de la rémunération, voilà, on est rémunéré ce qu'on est, mais on n'est pas payé pour aller se faire prendre, enfin voilà, se faire planter par un détenu, qui soit terroriste ou non d'ailleurs, quand on va prendre notre service. On a tous des familles. Voilà, l'intérêt, c'est notre travail. On sait qu'il y a des risques. Mais les risques, on peut les minimiser dès lors qu'on prend les moyens adaptés. Merci. Merci, on vous suivra donc demain. Rendez-vous à la chancellerie. Vous Tout à fait. Non, pas moi, ce sera Jean-François Forget, notre secrétaire général, et qui sera accompagné des deux autres syndicats représentatifs, donc la CGT pénitentiaire et FO pénitentiaire. Nous vous suivrons bien évidemment sur LCI. Merci Frédéric Delpech. L'info.